Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Je n'espérais pas tant de monde. Je m'attendais plutôt à avoir 3 ou 4 amis résidents qui seraient venus par gentillesse. Donc on va commencer un peu la présentation de mon travail ici à la Fondation Jan Michalski. Donc avant de présenter mon travail, je vais d'abord me présenter et peut-être expliquer pourquoi j'en suis arrivée à travailler sur ce sujet-là. Donc je suis née le 28 janvier 1989 au Congo-Brazzaville, à Mosenjo, commune de la région du Niari. Je passe les premières années de mon enfance au Congo-Brazzaville. Mes deux parents se séparent et je vais vivre à Pointe-Noire, qui est la deuxième grande ville du Congo-Brazzaville. Donc Brazzaville étant la capitale et Pointe-Noire étant la capitale économique, le lieu où on extrait le pétrole. Donc de mes 7 ans à mes 9 ans, j'habite à Brazzaville, dans ce quartier populaire, donc avec ma mère, et mon père a trouvé un autre emploi dans une autre entreprise, dans un pays voisin. Mon père était d'origine italienne et donc il travaillait sur des exploitations forestières, d'exploitation de bois, voilà. Au moment où je vis avec ma mère, éclate la guerre civile, donc qui était plutôt... Alors la guerre civile, je vais vous le montrer, elle commence dès 1993 et il y a plusieurs moments dans la progression de cette guerre, mais le pic, le summum de cette guerre, c'est en 97-98. Et en 98, moi j'habite à Pointe-Noire avec ma mère, et ma mère prend contact avec ma grand-mère qui est restée en France pour essayer de trouver une solution pour nous rapatrier hors du Congo-Brazzaville où il y a la guerre. Au moment où elle prend contact avec ma grand-mère, les ambassades de France sont fermées et il n'y a plus vraiment de possibilité de sortir du pays autrement que par la fuite en bateau ou en voiture et en train. Et donc, selon la ville où l'on se trouve, certaines fuites sont plus possibles que d'autres. Quand on est du côté de Brazzaville, la ville voisine où on peut fuir, c'est Kinshasa. Alors Kinshasa, c'est la capitale de l'autre Congo. L'autre Congo, qu'on appelle aussi RDC ou République démocratique du Congo. C'est le Congo peut-être que vous connaissez un peu mieux que le Congo dont je parle, qui est beaucoup connu notamment pour de nombreuses guerres civiles qu'il a connues, et notamment l'exploitation de minerais rares qui servent le diamant et puis le colbat, il me semble. Donc, au moment où nous quittons, on réussit à trouver une solution pour quitter le Congo, et la solution, c'est de partir en voiture, rejoindre la frontière et traverser la frontière qui est plutôt du côté du Gabon. Et donc, on est des réfugiés comme les autres, on est... comment dirais-je, on marche avec tout le monde et on attend aussi la possibilité de pouvoir traverser les frontières. Et mon père se trouve de l'autre côté et il facilite un peu le fait que l'on puisse passer plus rapidement que les autres réfugiés qui sont maintenus aux frontières. Donc voilà, on réussit à traverser. Donc je retrouve une scolarité plus ou moins normale au Gabon et très vite, la littérature prend une place importante dans ma vie. Je comprends qu'en fait, les livres offrent la possibilité du rêve, d'une certaine consolation, mais surtout qu'ils servent à conserver et à retrouver les mondes perdus. Et dès l'instant où je comprends que la littérature sert à conserver et à retrouver les mondes perdus, je vais presque avoir une obsession pour la littérature. Donc, lorsque je vais commencer à écrire, donc vers l'âge de 12-13 ans, ce sont plutôt des rédactions de collégiens, de collégiennes, ce sont des poèmes que j'écris, et les premiers poèmes parlent de la guerre, évoquent la guerre. Et ils évoquent les lieux que je ne reverrai plus, qui sont les lieux de l'enfance, l'exploitation forestière où je suis née, la petite ruelle où j'ai grandi à Pointe-Noire, etc. Quand je décide vraiment d'écrire un roman au sens d'une forme conséquente qui fait 200 pages, un vrai roman, le premier sujet qui me vient en tête est celui de la guerre civile au Congo-Brazzaville. Donc en fait, le premier texte que j'écris, c'est un texte sur la guerre civile au Congo-Brazzaville. Ce roman, je commence à l'écrire à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, je suis une femme de 36 ans et je n'ai toujours pas fini d'écrire ce livre.
Il y a 2 ans, en achevant d'écrire mon premier roman, qui est en réalité le 2e roman, puisque vous avez compris, je n'ai pas fini mon premier roman, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à écrire ce livre sur la guerre civile au Congo-Brazzaville. Je n'arrivais pas à l'écrire parce que je n'avais pas compris ce qui nous était arrivé. Je n'avais pas compris ce qui nous était arrivé en tant que famille, mais en tant que société et en tant que pays. Alors, j'ai décidé de transformer ma nostalgie en désir actif de connaissance et de compréhension, et de considérer la guerre civile au Congo-Brazzaville comme un objet d'étude. Aussi, je vais essayer de vous présenter ce conflit en m'efforçant de faire preuve d'objectivité, ce qui n'est pas facile quand on a été témoin d'une partie des faits. Alors, pour comprendre la guerre civile au Congo-Brazzaville, il faut en revenir au discours du 20 juin 1990, prononcé par François Mitterrand lors de la 16e conférence des États africains et de la France, à La Baule, en Loire-Atlantique. Ce discours, aussi appelé le discours de La Baule, porte sur la démocratisation des États africains. Je vais vous en lire un extrait, vraiment un court extrait, pour que vous compreniez à peu près ce qui est dit dans ce discours et ce qu'il va susciter comme engouement dans les États africains. Donc c'est un discours qui porte sur la démocratisation, et là, le segment que j'ai choisi, c'est un segment qui est la conclusion, où il rappelle les thèmes importants de son discours. Enfin, on respire, enfin, on espère, parce que la démocratie est un principe universel. Mais il ne faut pas oublier les différences de structure, de civilisation, de tradition, de mœurs. Il est impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble des peuples qui ont leur propre conscience, leur propre histoire et qui doivent savoir comment se diriger vers le principe universel qu'est la démocratie. Il n'y a pas 36 chemins vers la démocratie. Comme le rappelait Monsieur le Président du Sénégal, donc là il parle du président Abdou Diouf, il faut un État, il faut le développement et il faut l'apprentissage des libertés. Comment voulez-vous engendrer la démocratie, un principe de représentation nationale avec la participation de nombreux partis, organiser le choc des idées, les moyens de la presse, tandis que le tiers de la population vivrait dans la misère? D'autres marcheront pas à pas, puis-je me permettre de vous dire que c'est la direction qu'il faut suivre. Je vous parle comme un citoyen du monde, à d'autres citoyens du monde. C'est le chemin de la liberté sur lequel vous avancerez à temps que vous avancerez sur le chemin du développement. Que dit-il dans ce discours? François Mitterrand essaie de faire comprendre que, il le rappelle, il dit que les États africains ont leur structure propre, ont leur tradition, et qu'on ne peut pas plaquer un système occidental sur des structures africaines qui ont d'autres fonctionnements. Néanmoins, il rappelle que la condition au développement, c'est la démocratie. La condition au développement, c'est la démocratie parce que la démocratie est l'éducation. Démocratie, pourquoi? Parce qu'on a une liberté de parole, liberté d'innovation, liberté de pensée. Cette liberté de pensée va être féconde et va susciter de l'émulation intellectuelle qui permet le progrès et le développement. Sassou Nguesso, qui est présent donc lors de cette conférence à La Baule, une fois rentré au Congo, agit en ce sens. Donc il va, en juillet 90, convoquer le comité central du PCT, donc c'était le parti unique de l'époque, le Parti congolais du travail, et décider de la séparation du parti et de l'État. Ensuite, il va demander à ce qu'on réfléchisse à tendre vers le multipartisme. Avant, il n'y avait qu'un seul parti, et le chef de ce parti devenait chef de l'État. Et dès l'instant où on permet le multipartisme,
eh ben, on permet justement qu'il y ait différentes factions politiques qui soient représentées, différents courants politiques, différentes sensibilités. Donc en 92, donc on vote une constitution, et cette constitution revient sur notamment le mandat du président de la République qui ne doit pas dépasser 5 ans. On donne une place importante notamment au Parlement pour que le pouvoir ne soit pas concentré entièrement entre les mains du président et du gouvernement. Et en 92 se tiennent les premières élections véritablement démocratiques, en 1992. À partir de là, émergent 3 factions politiques. Alors, parmi ces 3 factions politiques, on va avoir donc l'UPDA-DS de Pascal Lissouba, le PCT, qui était l'ancien parti unique de Denis Sassou Nguesso, et le MCDI de Bernard Colella. Donc ces élections aboutissent... Alors, il y a plusieurs programmes qui sont défendus, et parmi lesquels le programme de... Alors, Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba suscite beaucoup d'espoir. Il suscite beaucoup d'espoir parce que c'est un intellectuel, parce qu'il a une carrière universitaire, et d'ailleurs, même, on le surnomme au sein de la population le professeur. Donc, il donne l'image de quelqu'un de posé, d'érudit, qui va changer les choses, qui va améliorer la condition du pays. Notamment, il fait une proposition quelque peu idéaliste, mais néanmoins qui fait rêver la population, c'est la nationalisation du pétrole. Alors, c'était impossible en l'état des choses parce que pour nationaliser le pétrole, il aurait fallu que l'État congolais ait la possibilité elle-même d'extraire et de produire le pétrole. Or, ce n'était pas le cas, c'était entre les mains d'exploitants étrangers. Donc, au terme du premier tour, le 2 août 1992, c'est Lissouba qui arrive en tête, donc c'est le parti d'opposition. Ensuite, Bernard Colella, qui était le maire de Brazzaville, et qui va devenir un peu la grande force d'opposition. Et je me demande... pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Et le PCT va devenir le 3e parti qui est complètement relégué. J'essaie de remettre juste mon micro pour qu'on puisse continuer à échanger. Voilà, c'est bon. Donc le PCT va devenir le 3e parti, relégué, complètement relégué et mis sur le côté, mais néanmoins c'est un parti qui a une assise parlementaire très puissante. Énormément de députés sont du côté du PCT, et donc on va avoir une coalition. Donc au 2e tour, on voit bien que Lissouba gagne de manière presque écrasante, et on va avoir une coalition parlementaire. Alors je reviens 2 minutes. Entre le parti de Colella et le parti de Denis Sassou Nguesso. Alors ça a une importance parce que justement, ils vont renverser le gouvernement de Pascal Lissouba qui va arriver au pouvoir et ne pourra pas véritablement gouverner. Alors, ces élections politiques, chaque homme politique est originaire d'une région. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu la tragédie de beaucoup de pays en Afrique, c'est que les hommes politiques sont associés à des régions, les régions sont associées à des ethnies, et très vite, on rentre dans des conflits tribaux. Juste, je vous montre avec... alors, le nord, tout le nord, avec la cuvette, à partir de la cuvette ouest, cuvette, Sangaï, les Kouloula, etc., ce sont des régions qui sont associées au PCT et à Denis Sassou Nguesso. Au sud, le Poul, la Bouenza, etc., ce sont des régions qui sont associées au Poul, donc qui sont associées à Bernard Colella. Tandis qu'au centre, au centre, on a le Niari, et le Niari, c'est une région qui est plutôt associée à Lissouba. Et cette répartition cette séparation par ethnie du pays, on va la retrouver aussi dans la capitale de Brazzaville. Alors, quand on regarde un peu les cartes électorales, puisque j'ai retrouvé les cartes électorales de 92 dans un livre qui est vraiment très intéressant, qui est une thèse de Patrice Yengo. C'est un monsieur qui est donc professeur à l'ESS de Paris, spécialisé en études africaines, et qui a justement consacré tout son travail sur la guerre civile au Congo-Brazzaville. Et donc les cartes électorales
on les retrouve là-dedans, il les a cherchés, il s'est très documenté, c'est un scientifique, c'est un chercheur, c'est un historien. On retrouve cette séparation donc du pays en ethnie, on la retrouve aussi au sein de la capitale et on le voit aussi dans le résultat des élections. On voit que le nord, donc, qui est du côté de Talangai Wenzo, c'est une partie de la ville qui est plutôt fidèle à l'ancien président Denis Sassou Nguesso. On remarque que Bakongo Makelekele, le sud, est plutôt affilié à Bernard Kolela, qui est un homme du sud, donc du Poul. Et le centre, donc le centre c'est Filou, Mungali, est plutôt associé à la présidence, donc à Lissouba. Donc cette répartition du pays, elle se fait aussi dans la capitale. Et ça va avoir son importance notamment dans justement le placement des milices et comment la guerre civile a dégénéré. L'explication pour comprendre comment la guerre civile a dégénéré. Donc, Pascal Lissouba n'arrive pas à gouverner. En 92, il gagne les élections, mais très vite, il met en place un gouvernement, et ce gouvernement est renversé par des élections parlementaires. Et renversé par le Parlement. Le Parlement, donc, retire au gouvernement son pouvoir, et à partir de là, Lissouba va décider de faire dissoudre l'Assemblée nationale. Alors ça rappelle une histoire récente qui s'est passée en France. Quand on n'a pas le soutien du Parlement, on dissout l'Assemblée nationale. C'est ce que Lissouba va faire. Et malheureusement, chaque homme politique va mettre ses milices dans les quartiers. Et à partir de là, on va avoir des barricades et des mouvements de protestation, des troubles, etc. Quand vous voyez les quartiers, donc là on est toujours sur la région de Brazzaville, et quand vous voyez un nom en gras, c'est les milices qui sont associées aux hommes politiques. Donc les Cobras, qui étaient la milice de Denis Sassou Nguesso, va prendre le contrôle du nord de la ville. Les Zoulous, qui étaient du côté de Pascal Lissouba, vont prendre le contrôle du centre de la ville, et les Ninjas, milices affiliées à Bernard Kolela, va prendre le contrôle du sud de la ville. Patrice Yengo va parler d'une balkanisation de la ville, c'est-à-dire que chaque quartier est tenu par des miliciens qui fait régner un peu sa loi, et les quartiers voisins sont visités par les milices ennemies, sont pillés, et il y a des crimes qui sont commis des deux camps par les différentes milices. Donc voilà, j'ai bien expliqué les différentes milices. En 1997, donc Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso va partir en exil. Donc il va tenter de faire un putsch militaire, mais il va partir en exil, il va s'exiler. Et il va revenir en 1997 parce que, je vous ai dit, les élections, on peut voter tous les 5 ans. Donc à partir de juillet 1997, on a de nouvelles élections qui se profilent. Et Denis Sassou Nguesso se dit qu'il va pouvoir revenir un peu, refaire son retour sur scène. Or, entre-temps, en Angola, juste un pays voisin en face, on a aussi des élections qui se tiennent. Et Pascal Lissouba a apporté son soutien à Savimbi, qui est l'opposant de Eduardo dos Santos, le président actuel. Dos Santos, remarquant que Lissouba apporte son soutien à Savimbi, décide de venir appuyer le retour de Denis Sassou Nguesso. Quand il voit que Denis Sassou Nguesso est soutenu par l'armée angolaise, qui est une armée qui est très entraînée, qui a connu plusieurs conflits, etc., qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que l'armée congolaise, Lissouba va, lui, décider de s'associer avec son adversaire de l'époque, Kolela, et donc il va en faire son Premier ministre. Donc Bernard Kolela va passer de maire de Brazzaville à Premier ministre du Congo. Et donc on va avoir une alliance entre Lissouba Kolela d'un côté et de l'autre Sassou et Dos Santos. En 1997-1998, cette guerre civile atteint un tel niveau de violence que Sassou Nguesso, qui a le renfort de l'Angola, peut donc bombarder certaines régions du pays, le sud, donc le Poul, le Niari, etc.,
mais surtout certains quartiers de Brazzaville. Et donc, quand tout ce qui est en noir, c'est les zones où on a eu des combats, des tirs, etc. Quand on a je sais pas comment on dit, des carrés, dont des flèches, oui, des triangles, merci beaucoup. Quand on a des triangles, c'est qu'on a eu des bombardements. Donc on voit bien que les combats se concentrent vers le sud de Brazzaville, quartier associé au Pool, associé à Kolela. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso veut éradiquer l'adversaire. Éradiquer l'adversaire, c'est éradiquer les miliciens des autres fractions, donc les fameux ninjas. Donc là, vous avez une carte notamment qui montre que tous les pillages, tous les combats se concentrent dans le sud de la ville, si bien que la population est obligée de quitter le sud de la ville et de fuir. Et donc quand elle fuit dans la ville en face, donc, qui est Kinshasa. Donc fuite par bateau, fuite aussi par terre. Et on va voir qu'à l'occasion de ces fuites de la population, fuites massives, on parle vraiment de milliers de personnes qui ont dû partir, on a ce qu'on appelle des corridors humanitaires, mais les gens qui témoignent, enfin les gens qui ont vécu cette situation-là, rapportent des faits qui sont quand même assez glaçants. Alors, donc, je vais vous lire un témoignage de ces fameux corridors humanitaires que l'on a surnommés les corridors de la mort. Alors, de quelqu'un qui... Donc, c'est un extrait de la thèse de Patrice Yengo. Il a recueilli plusieurs témoignages et il en a fait une analyse. Et donc, c'est de ces fameux corridors de la mort. Alors, donc, il titre ce passage « L'escalade, la tentation génocidaire ». Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ce terme, parce que le terme de génocide, il a clairement été défini lors de la conférence de Nuremberg, et le génocide, on parle de génocide quand il y a action de l'État pour l'éradication d'une population. Donc, dans le cas de la guerre civile au Congo-Brazzaville, ce n'est pas un génocide, ce sont des crimes de guerre parce que ce sont des milices qui combattent les unes contre les autres. Ce n'est pas un État qui décide d'éradiquer une population, comme on a vu pour le génocide arménien, le génocide juif ou même Tutsi au Rwanda. Décembre 1998, le bouclage de Bakongo. Tout commence le 14 décembre 1998 lorsque l'armée bloque toutes les voies d'accès de sortie à la région du Pool. Une rumeur se répand dans la ville selon laquelle les anciens ninjas, milice proche de Bernard Kolela, originaire de Bakongo, seraient en voie de conquérir tout le pays. On rapporte que, dans leur lancée, les ninjas s'en prennent systématiquement aux symboles du pouvoir et aux personnalités ayant eu une acquaintance avec Sassou Nguesso. Des officiers sont abattus. Pour freiner la percée des ninjas, le pouvoir fait appel donc au régiment de l'armée angolaise en stationnement au Congo. Le vendredi 18 décembre, l'encerclement de Bakongo est achevé pendant qu'un couloir humanitaire d'évacuation de la population des quartiers sud est mis en place. En fait, tout au long de ce couloir, un tri systématique est effectué, séparant les zones âgées des jeunes hommes susceptibles de porter des armes, lesquels sont abattus sous les yeux de la population effarée. D'après de nombreux témoignages, de nombreux jeunes, voire des garçons de 10 ans et plus, qui avaient emprunté les couloirs humanitaires, ont été exécutés sommairement par l'armée. Donc c'était censé être des couloirs d'évacuation de la population. En fait, il s'est passé un tri de la population et des massacres de masse. Toujours dans cette même logique un peu d'une atmosphère de terreur qui vise à, comment dirais-je, à intimider l'adversaire, on rapporte des crimes qui toucheraient la population et notamment qui toucheraient les femmes. Donc le titre, c'est « Saccager les femmes du Pool, le viol comme une arme de guerre ». Donc c'est toujours dans la thèse de Patrice Yengo. Il a collecté plusieurs informations, il les a recoupées. Donc, les violences envers les femmes prennent un caractère de masse qu'attestent toutes les organisations humanitaires œuvrant au Congo. Entre le 3 mai et le 31 décembre 1999, 1190 femmes et jeunes filles déclarant avoir été victimes de viols
se sont présentés aux urgences de Mekele-Kele. Donc si vous regardez, j'ai plus la carte de Brazzaville, mais c'est dans le sud de Brazzaville. C'est justement la région, la zone qui était plutôt affiliée à Bernard Kolela. À partir de mai 1999, alors que s'effectuent les premiers retours, donc une augmentée massive des viols, d'une manière générale, 3 types de traitements sont infligés aux jeunes filles et aux fillettes qui vont de l'inceste au viol collectif ou non. Alors, inceste, j'ai eu du mal à comprendre, j'ai dû faire des recherches plus poussées, et donc ça veut dire en fait tout simplement que l'on obligeait les jeunes femmes à avoir des rapports avec peut-être des membres de leur famille. Alors, souvent suivi d'exécutions sommaires de la victime, la systématisation des viols rend compte de cette spécificité de la guerre qui fait du corps des femmes le terrain privilégié des affrontements symboliques. C'est une métaphore du champ de bataille où, à défaut d'ennemis, il faut détruire ce qui rappelle sa présence, saccager les femmes du pool. Et saccager les femmes du pool, c'est une expression qui est entre guillemets parce que, apparemment, les miliciens des factions ennemies à celles de Kolela se vantaient d'aller saccager les femmes du pool. Voilà. Donc la population essaie de s'échapper, s'enfuit, et en décembre 1998, quand Denis Sassou Nguesso arrive à prendre le pouvoir entièrement, donc par un coup d'État militaire, après avoir gagné la guerre et complètement mis en déroute ses adversaires, il fait un discours à la télévision où il évoque le retour à la paix. Il invite les réfugiés qui se sont enfuis dans les pays voisins et dans les autres villes, enfin dans les pays voisins en tout cas, à revenir au Congo et à revenir à Brazzaville. Il assure qu'il y aura la paix, que la population ne sera plus inquiétée, etc., et que la guerre est terminée. Donc un véritable discours de paix. Or, donc il signe un accord avec le RCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour que les réfugiés qui sont à Kinshasa puissent revenir à Brazzaville. Et il se trouve que pendant cette année où on rapatrie les réfugiés congolais qui sont à Kinshasa vers Brazzaville, ils sont rapatriés en bateau, ils arrivent en bateau, ils sont accueillis par le ministre de la Santé, et une fois que le ministre de la Santé part, toujours des miliciens ou des membres de la garde présidentielle arrivent, séparent les femmes et les enfants des hommes en âge de combattre. Les hommes en âge de combattre sont amenés dans des camionnettes et certains d'entre eux, on ne les reverra plus. Et donc, ils arrivent donc sur ce port fluvial qu'on appelle le beach, et ces gens qui ont disparu, on les appelle les disparus du beach. Donc ces fameux disparus du beach, on a quelques rescapés. Et parmi ces rescapés, on a notamment un témoignage d'une de ces personnes. Alors c'est un document qui est public, qu'on trouve sur Internet d'une organisation non gouvernementale. Je vais vous lire l'extrait. Donc il a été arrêté, il a été emmené avec d'autres jeunes hommes. Alors ils ont été interrogés. Pourquoi ils sont arrêtés et pourquoi ils sont interrogés? Parce que les troupes de Denis Sassou Nguesso traquent les milices adversaires. Et pour être sûr, alors c'est l'argument qu'ils donnent, pour être sûr qu'il n'y a pas de miliciens qui reviennent dans le pays et qu'une autre guerre civile reparte, ils s'assurent de neutraliser les miliciens. C'est la logique de Denis Sassou Nguesso à ce moment-là. Et donc l'un des rescapés des disparus du beach témoigne et dit ceci. Lorsque les coups de feu ont brisé le silence de la nuit, j'étais encore naïvement persuadée qu'ils tiraient en l'air. Je n'avais pas vraiment entendu des cris d'agonie, car les tireurs ne laissaient pas de chance à leurs victimes. Ils ne tiraient pas par rafale, mais au coup par coup. Je me suis rendu compte de mon imminente exécution quand mon proche voisin s'est écroulé sur moi, atteint de 2 ou 3 balles. Je n'avais pas encore fini de me rendre compte de la mort de mon voisin que je me trouvais moi-même plaqué à terre, touché à mon tour à la tête. J'ai dû certainement perdre connaissance car je n'ai pas senti l'impact de la balle qui m'avait traversé le bras. Et donc ça continue comme ça. Et il explique comment il a pu s'échapper
et comment il a pu se cacher dans la forêt et voir comment étaient traitées les autres personnes qu'on retrouvait et qui étaient clairement tuées. Alors, donc, pendant l'année 2000, des familles de ces fameux disparus du beach vont se regrouper en associations et vont commencer à déposer des plaintes auprès de l'État congolais. Et donc toute l'année 2000, mais ces plaintes ne sont pas... en tout cas, il n'y a pas de suite à ces plaintes. En 2001, une première plainte est déposée à Paris. Une première plainte est déposée à Paris. Je me retrouve plus dans mes feuilles, mais ce n'est pas grave. Voilà. Une première plainte est déposée à Paris. Oui, c'est un peu plus tôt. Une première plainte est déposée à Paris, et donc c'est le 7 décembre 2001. Pourquoi elle est déposée à Paris? Elle est déposée à Paris parce que certains criminels de guerre ont des appartements à Paris, ont des appartements en France. Et comme ils ont des appartements en France, ils sont justiciables français. Donc, on dépose une plainte auprès du procureur de la République de Paris, puis après, en janvier 2002, le procureur de Meaux ouvre une instruction, et donc on confie la procédure à 2 juges d'instruction. On constate la présence d'un des généraux, l'un des criminels de guerre en France, donc le fameux général Dabira. Il est arrêté et puis interrogé, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il est aussitôt libéré, puis entendu comme témoin assisté. Quand j'ai vu l'information, ça m'a fait rire, assisté par l'avocat Jacques Vergès. Je me suis dit, lui, il est toujours dans les bons coups. Alors, donc, en 2004, donc, la Cour pénale internationale est saisie. Et donc, on a un mandat d'arrêt international qui est émis contre le général Dabira. Même s'il a été libéré, la procédure française continue quand même. Alors, il est libéré pourquoi? Il est libéré parce que l'État congolais fait valoir l'immunité diplomatique. Et surtout, ils disent qu'on ne peut pas juger 2 fois quelqu'un parce qu'il y a déjà une procédure qui est en cours à Brazzaville, soi-disant. Alors, en 2004, un autre général est arrêté en France, aussi libéré, et donc là, l'État congolais dit qu'il y a clairement une procédure qui est en cours et un procès qui va s'ouvrir en 2005. Et c'est ce qui arrive, le fameux procès de 2005 à Brazzaville. Alors, ce procès de 2005 à Brazzaville, dans ce procès de 2005 à Brazzaville, les accusés qui étaient cités dans la procédure française, donc voici les noms que l'on retrouve: Denis Sassou Nguesso, président de la République; Blaise Adoua, commandant de la garde présidentielle; Pierre Aubat, ministre de l'Intérieur; Norbert Dabira, inspecteur des armées; Jean-François Deguet, qui était le commissaire responsable en charge du beach, du port fluvial du beach. Donc ce procès qui se passe à Brazzaville débute dans des circonstances qui sont assez étranges. C'est-à-dire que le procès devait commencer le 11 juillet, il a été reporté au 14, puis au 19, puis finalement il se tient le 21. Et l'une des choses que dit l'avocat des parties civiles, c'est qu'il n'a jamais vu un procès pour crime de guerre où les accusés arrivent sans avoir été détenus. Donc en fait, ils arrivent sans avoir été détenus par la police, ils arrivent un peu comme si c'était des témoins. Ce procès est très regardé. Il est très regardé par la communauté internationale, et notamment, j'ai retrouvé un article de Libération qui évoque ce procès, et plusieurs personnes parlent d'une mascarade. Alors, je vais vous lire un extrait de cet article de Libération, qui a été écrit par Renaud Lecadre, publié le 5 août 2005. Procès bidon ou pas, l'affaire des disparus du beach est jugée depuis 2 semaines par la Cour criminelle de Brazzaville. Une quinzaine de hauts gradés de l'armée congolaise sont poursuivis pour génocide et crimes contre l'humanité.
commis à l'occasion du retour des réfugiés à la fin de la guerre civile en mai 1999. Plusieurs centaines d'entre eux auraient été tués et massacrés dans le port fluvial de Brazzaville, le Beach, selon la Fédération internationale des droits de l'homme. À peine une soixantaine de disparus sur 60 000 réfugiés, selon les autorités congolaises. Donc il y a déjà une lutte, un combat un peu de chiffres. Selon les sources qu'on consulte, on n'a pas les mêmes chiffres. Ambivalence, l'affaire aurait pu être jugée en France, où des victimes avaient initialement porté plainte. Sur l'intervention du Quai d'Orsay, la procédure française a été en grande partie annulée. La justice congolaise en a profité pour laver fils à son linge, sale en famille, au risque d'être soupçonné de mascarade. Tout l'état-major du président Denis Sassou Nguesso est renvoyé devant le tribunal, sauf Sassou Nguesso lui-même. Donc tout le monde vient pour témoigner, pour répondre aux questions, sauf Denis Sassou Nguesso lui-même. Donc le procès de 2005 à Brazzaville a été filmé, enregistré, il est rediffusé à la télévision et à la radio congolaise. Donc nous allons regarder un extrait de ce procès et vous allez comprendre très vite, même sans comprendre forcément la langue, qu'il y a plusieurs problèmes dans ce procès, c'est-à-dire que un procès qui est censé être filmé pour être diffusé à la communauté internationale, beaucoup de passages ne sont pas traduits et surtout le traitement, les accusés quand ils arrivent, on dirait qu'ils arrivent comme des témoins, on n'a pas l'impression, on a un sentiment d'impunité, on n'a pas l'impression qu'ils seront inquiétés, mais surtout on a l'impression en fait d'une succession de sketchs. Moi j'ai eu cette impression-là, cette impression qu'on multipliait les témoignages pour disperser un peu l'accusation. Donc, il parle en lingala, mais je vais vous traduire après.
Il comprend ce qu'il veut, en fait, hein, comprendre. Alors, on peut s'arrêter là, mais on comprend très vite ce qui se passe. Plusieurs choses posent problème dans cette vidéo. Il y a la désinvolture du soldat, conscient qu'il ne sera jamais inquiété, répond avec beaucoup de légèreté et se donne en spectacle. Il dit « Est-ce que moi je suis un ivrogne pour aller rendre le permis de quelqu'un que j'aurais tué à sa mère ?» Et la salle éclate de rire, comme si c'était un sketch, un spectacle de théâtre qui était joué sur scène. Une grande partie de l'échange n'est pas traduit, vous l'avez remarqué. Donc, pour les avocats français présents, pour la communauté internationale qui regarde, beaucoup d'informations ne sont pas transmises. Et notamment, la dame, il lui dit « Je vous ai amené auprès du général et vous avez rencontré le général ». Et cette partie-là n'est pas traduite. Donc, ça demeure incompréhensible, c'est confus. On a plusieurs petits témoignages comme ça qui font durer le procès de manière... Ça fait un procès fleuve. Et en fait, les véritables accusés ne sont pas comment dirais-je, presque pas appelés à la barre et on les oublie. On oublie qu'en fait, l'accusation portait sur 4 personnes, sur 5 personnes, et que ces 5 personnes étaient responsables de la décision au moment de ces crimes de guerre. Donc cet extrait signifiant laisse penser que ce procès, loin de vouloir établir la vérité, est en réalité une mascarade où l'on convoque le moindre petit soldat et les têtes pensantes ne sont pas véritablement inquiétées, surtout en multipliant les témoignages, les accusés, les accusations, les confrontations, on ne parvient pas à dégager un récit clair de la guerre qui répondrait aux interrogations de tout un pays. Combien y a-t-il eu véritablement de déplacés, de victimes? Quelle était la nature des exactions durant la guerre, et plus particulièrement dans le Sud, entre 97 et 99? Combien y a-t-il eu de morts, et dans le cadre plus spécifique de l'année 99 et des disparus du Beach, où ont été conduits ces fameux disparus, sur l'ordre de qui, et qu'ont-ils réellement subi, et surtout, qu'est-ce qu'on a fait des corps s'ils ont été tués? Le procès des disparus du Beach a été filmé, et cette transparence laisserait croire à la bonne foi de l'État et du président Denis Sassou Nguesso si, en réalité, ce procès ne servait pas plutôt à le disculper aux yeux de la communauté internationale et à établir sa vérité, cela en dépit du besoin de vérité de tout un pays.
La guerre civile au Congo-Brazzaville est une thématique récurrente, pour ne pas dire obsédante, de mes livres déjà publiés. Dans Corps profond, qui est le recueil de poésie que j'ai écrit il y a 2 ans, que j'ai publié il y a 2 ans, mais que j'ai écrit en fait toute mon adolescence, plusieurs poèmes évoquent la guerre civile au Congo-Brazzaville, mais je vais vous en lire un seul. Donc c'est un poème que j'ai peut-être écrit quand j'avais 17 ans, 18 ans. 17 ans, on va dire. Quand la guerre civile a éclaté, nous jouions les 2 mains posées dans le ciel. Je crois que c'était tous les jours après le bruit de la terre, les mains explosant les murs, ou c'était que les murs explosaient d'eux-mêmes, avec nos mains ensemble. Je tape des mains sur tes mains, comme mon corps, et Dieu qui nous regarde n'ignore pas qui mourra bientôt. Je me souviens de la terre comme d'un sacrifice, le ciel de tout notre sang baigné. Je me souviens de la terre comme du visage de tous ces corps qui tombent, les cadavres à traîner sous nos mains, et Dieu qui ne pleurera jamais notre sang. Je me souviens de la colère. On jouait les 2 mains dirigées vers le ciel, quand la terre a éclaté, n'était même plus le visage de ce que l'on pourrait croire, et je crois que le ciel est tombé, ou bien c'était que la guerre a bombardé le monde, et la famille est morte comme Dieu. Donc c'est un poème qui est dans Corps profond. Dans Rapatriement, roman d'inspiration autobiographique, il est aussi question de la guerre civile, et notamment au moment de la fuite du personnage principal en voiture, au moment où l'armée angolaise envahit le pays. Je vous laisserai découvrir, en lisant le livre, le passage dont il est question. Mais ce qui est sûr, c'est que la thématique de la guerre civile au Congo-Brazzaville me préoccupe beaucoup et m'importe beaucoup. Et sous différentes formes, que ce soit sous la forme du poème ou même d'une étude personnelle quand je me mets à replonger dans des livres d'histoire, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est quelque chose que j'ai besoin de comprendre encore aujourd'hui alors que j'ai 36 ans. Alors, le titre. Pourquoi avoir choisi d'appeler mon 3e livre « L'oubli et le souvenir » ? Cette expression, je la rencontre chez Borges lorsque je prépare les concours de l'enseignement pour devenir professeur. Borges utilise cette expression pour définir la littérature et la tradition littéraire qui est, selon lui, qui est constituée d'un oubli et d'un souvenir. Oubli, c'est-à-dire rupture avec la tradition, et souvenir parce qu'une œuvre n'est pas totalement déracinée de la tradition. En écrivant cela, Borges a bien sûr en mémoire Proust, qui, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, écrit que les chefs-d'œuvre sont des œuvres sur la rupture, c'est-à-dire l'oubli, mais aussi qui gardent néanmoins la trace de la tradition contre laquelle ils se construisent. Il y a notamment dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs cette phrase très saisissante de Proust qui dit que Hugo serait une longue assimilation de Molière. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment la trace de Molière, mais Molière a si bien infusé la tradition théâtrale qu'il est encore présent chez un auteur comme Hugo qui va complètement rompre avec le théâtre classique. Cette citation, je la découvre quand j'ai 23 ans, elle ne me quitte pas, elle reste toujours près de moi. L'été dernier, en consultant mes cahiers, parce que j'ai des cahiers de lecture, de citations, que j'annote des livres, je consigne mes citations, que j'annote de commentaires et de réflexions diverses, je retrouve cette citation et je suis de nouveau interpellée, saisie par cette opposition, antithèse, mettant en scène dans la langue à la fois la fuite et le retour. Il me semble que ce mouvement, cette description, est la définition même de l'exil, l'oubli et le souvenir. Et au moment où je construis mes personnages, je commence à penser au plan du livre, je me rends compte, et ça devient presque une évidence, que mon personnage principal connaît justement ce mouvement d'oubli et de souvenir. Il est dans une tension où il a oublié la guerre, mais il veut se souvenir et il veut replonger dans cette guerre pour
mieux la comprendre. Mon personnage principal, qui est-il? Alors, il s'appelle Ambroise Itoie. C'est un jeune avocat de 37 ans, inscrit au barreau de Paris, qui décide de porter la voix des derniers plaignants de l'affaire des disparus du Beach. Nous sommes au printemps 2029, 30 ans après les massacres des disparus du Beach de 1999 et 24 ans après le procès de 2005 à Brazzaville. Ambroise Itoie, qui a quitté le Congo-Brazzaville en 1999 avec sa mère à l'âge de 7 ans, rencontre plusieurs écueils. Rouvrir un dossier déjà jugé, analyser les archives d'un procès dont la langue parlée est une langue que sa mémoire a perdue, défendre la cause d'un homme vieillissant qu'il considère comme un père, qui est le dernier plaignant, et dont les jours sont comptés, Marcel Twanga, l'ancien colonel. Donc voilà notre avocat en 2029 qui essaie de réouvrir ce procès, qui replonge dans les archives vidéo du procès et qui essaie de voir à quel moment tous les vices de procédure qui pourraient peut-être permettre l'émergence d'une nouvelle procédure. C'est toute l'intrigue du roman. Va-t-il réussir à trouver le moyen par lequel on pourrait réouvrir une nouvelle procédure en France en 2029? Pourquoi en 2029? Parce qu'en fait, on arrive à un moment où les derniers survivants directs de cette guerre, ceux qui avaient 25-30 ans au moment de la guerre, seront peut-être morts, ne seront peut-être plus là, ou ne s'en souviendront peut-être plus. Alors, je vais vous lire le début du livre, un tout petit chapitre, et après, on ira partager un petit verre, et si vous le souhaitez, vous aurez l'opportunité de prendre des exemplaires du recueil de poésie et du roman. Donc, c'est le début du troisième livre, je ne l'ai pas encore fini, c'est encore le début, je ne sais pas quand est-ce que je le finirai, mais en tout cas, je travaille sérieusement, et cette fois-ci, je pense que je tiens un angle, je suis à la bonne distance pour que ce soit, pour pouvoir finir. Il toussait encore quand je suis rentrée dans la chambre, lui remettre le coussin dans le dos, son corps autrefois solide, affaibli de ne plus espérer que ses branches adossées à la fenêtre, qu'on n'ouvre pas, et le jardin vide de ses petits-enfants, qu'il n'aura jamais. Il n'a plus un seul muscle vaillant, le fier colonel, plus un seul muscle pour lui tenir le dos. Et les souvenirs d'une gloire passée, autour du lit, prient pour que le diable le rappelle, achève ici sa déchéance. Il toussait quand sa tête s'est laissée tomber sur le côté, avec sa main, le pauvre colonel n'est plus qu'une loque, et on aurait peine à croire que cet homme a fait la guerre. Le visage emmitouflé dans les oreillers, les couvertures, il glisse comme dans la tombe. Et je viens ici, mais je ne sais pourquoi, lui promettre, mes deux mains sur les siennes, comme un fils au père, qu'à défaut d'enfant, c'est la justice que nous obtiendrons. À la fenêtre, les feuilles meurent dans l'eau de pluie. Avec un peu de chance, bientôt, il n'y aura plus d'hiver. Marcel n'a jamais aimé le froid. Il y avait pourtant trouvé refuge. Après la traversée du fleuve, où Brazzaville, s'éloignant lentement avec la rive, a disparu de sa mémoire. Brazzaville a disparu quand il a accosté pour Kinshasa et, quelques années plus tard, fui le continent. Et qu'il est parti, un cœur rompu de colère. Mais l'amertume me l'avait quitté, depuis quelque temps déjà qu'il perdait la tête. Elle l'avait quitté et revenait par bribes et sursauts de souvenirs, lorsqu'il m'appelait par le prénom de son fils. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention et votre intérêt. Merci. Et bien, si vous le voulez bien, nous pourrons aller partager un pot en haut. Ou alors peut-être vous avez des questions sur... Alors je sais que c'est très, très conséquent, très touffu ce que j'ai dit. Parfois on ne sait pas vraiment où sont les milices, à quel moment la guerre a commencé. Je sais que c'est beaucoup d'informations sur la tête comme ça, mais n'hésitez pas si
Si vous voulez éclaircir un point, je suis là, à votre disposition. Non? Je pourrais vous demander actuellement quel est le rôle de Rwanda et la guerre qui se joue en ce moment? Alors, c'est très compliqué parce que le Rwanda traverse ce qu'on appelle a des problèmes de terres agricoles. Et parce qu'il a des problèmes de terres agricoles... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que lors du génocide Tutsi, à la fin, lorsque on a eu le procès qui s'est passé, les criminels de guerre ont fui au nord du Congo. Donc, le M23, qui n'est pas officiellement affilié au pouvoir rwandais, parce que le Rwanda ne revendique pas une affiliation directe à cette milice rwandaise qui va au nord du Congo pour attaquer le nord du Congo, mais cette milice rwandaise serait partie au nord du Congo pour poursuivre les criminels de guerre. Et certains chercheurs disent qu'en réalité, il y a un problème de territoire, comme dans plusieurs régions d'Afrique, à cause de la sécheresse. Ça se passe au Soudan, ça se passe dans plusieurs régions. Et donc, tous les pays qui ont des propensions expansionnistes en profitent pour pouvoir attaquer les pays voisins et simplement revendiquer des terres afin... Alors, dans le cas des terres agricoles, c'est vraiment... le Rwanda, c'est un tout petit pays. Et donc, ils vont arriver à un moment où ils n'ont pas assez de terre pour cultiver la nourriture, le blé, etc., le bétail, etc. Donc, c'est ce qui se passe, en fait. Et surtout, en fait, le nord du Congo, c'est un territoire qui est riche. Hein. On a le colbate, on a plusieurs minerais importants, etc. Mais c'est le Congo RDC, c'est pas le Congo Brazzaville. Alors, à l'origine, ce sont les deux mêmes pays. C'est un même pays, c'est le Royaume Congo, qui a été séparé pendant la colonisation en deux parties. On va avoir le Congo belge, et en fait, c'est le Congo dont vous me parlez, RDC, et on va avoir le Congo français, le Congo Brazzaville, où je suis née. Mais j'ai essayé de répondre à votre question. Alors, je ne maîtrise pas tout à fait le sujet. Je me suis intéressée récemment parce que j'ai appris que Ngoma avait été attaqué. Et notamment, j'ai des amis... alors, si ça vous intéresse, je vous conseille de... Je vais vous donner le contact d'un écrivain qui est sur les réseaux sociaux tous les jours. Il documente la situation et il donne des détails très précis. Lui est vraiment originaire de cette région-là. C'est l'autre Congo, qui n'est pas le Congo Brazzaville. Et si vous souhaitez, vous pouvez avoir des réponses. Mais c'est un problème de territoire et de terre. Voilà, le Rwanda n'a pas assez de terre et de territoire, donc il fait la guerre pour étendre son territoire. J'ai répondu à votre question? Un peu. Oui? Oui? Le souvenir, ça m'interpelle. Pardon. Je pense à toutes ces guerres depuis des centaines d'années. Et l'oubli et le souvenir, ça m'interpelle beaucoup et je vous comprends. Parce qu'en fait, je pense que vous avez vécu l'oubli pour survivre et le souvenir peut-être pour vivre maintenant. C'est ce que je ne l'avais pas pensé. Vraiment, c'est ce que je ressens en vous voyant, en vous écoutant. Oui. Et en pensant à toutes ces personnes qui ont vécu la guerre, que j'ai connues aussi. C'est exactement ça, en fait, mais je ne l'avais pas pensé comme ça. Parce que la guerre est un phénomène bizarre d'urgence. Oui. C'est comme le terrorisme. Oui. On se met en état d'urgence, on ne pense plus, on ne ressent plus, on survit. Oui. Et on est obligé d'oublier pour pouvoir survivre. Tout à fait. Et à ce sujet, je pense à un texte très beau de Paul Auster, Le voyage d'Anna Bloom au pays des dernières choses. Oui. Alors, les gens ont interprété ça comme un texte d'anticipation dystopique. D'autres ont dit qu'en réalité, il parlait de la guerre en Europe de l'Est. Et lui, en fait, dit que c'est un mélange de toutes les guerres dont il entendait parler à l'époque où il a écrit le livre. Et ce qui est saisissant dans ce texte,
alors moi, je suis tombée dessus par hasard. C'était sur les nuits de France Culture. Et comme je suis insomniaque, je mets France Culture le soir pour... bon, bref, voilà, c'est un détail qui n'a pas d'importance, mais je mets France Culture. Et donc, en mettant France Culture, je tombe sur les fameuses nuits de France Culture et la lecture du voyage d'Anna Blum et la description du voyage en train de cette femme qui regarde le paysage et qui ne pense pas à ce qu'elle a perdu, le lieu qu'elle va quitter, qui ne pense même pas à ce qui va arriver, qui est simplement dans un état de survie dans le présent. Voilà, ouais, et ça m'a sidérée. Mais c'est étrange parce que moi, je ne me souviens pas de la guerre. Je ne me souviens pas de la guerre, je me souviens de la guerre par fragments. Je me souviens du moment où les miliciens sont entrés dans le quartier, donc il y a eu des tirs de roquettes, et donc on a dû fuir. Et j'ai même gardé des réflexes de cette époque, qui est que quand j'entends un bruit d'hélicoptère, je me mets par terre. Mais c'est absurde, parce qu'un bruit d'hélicoptère, on pourrait avoir un hélicoptère pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui s'est fait mal en montagne et on doit le rapatrier, voilà. Et je me souviens aussi on était à l'école, et je crois que c'était un obus qui était tombé sur une partie de l'école et qui avait fait tomber Et donc on était cachés parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et l'autre chose dont je me souviens, c'est le voyage en train, mais je me souviens simplement de quelqu'un qui nous vendait des fruits dans un village, qui était venu aux fenêtres pour nous vendre des fruits. Donc en fait, ça fait concrètement que je ne me souviens pas de la guerre. Je ne pourrais pas vous dire ça a commencé comme ça s'est passé comme ça. C'est vraiment incohérent. Je m'en souviens parce qu'on m'en a parlé, mais je ne pourrais pas dire véritablement à quoi ressemblait cette guerre, ce que j'ai ressenti. Je me souviens de moments. Et peut-être que je me souviens de moments parce que justement j'étais dans un état de... Ce que vous disiez en fait, être dans le présent et dans la survie. Présent pour survivre, oui. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais bon, on ne veut pas plomber l'ambiance. Donc, si vous voulez bien, on peut aller partager un petit verre. Et puis, il y a les livres en haut, avec plaisir. Merci en tout cas d'être venu, c'est très gentil. Merci.